Ma femme est morte il y a 3 ans. Du moins, c'est ce que tout le monde m'a dit. Pendant 3 ans, j'ai pleuré devant sa photo posée sur le buffet du salon. Pendant 3 ans, j'ai dormi d'un seul côté du lit, incapable de toucher à l'autre oreiller. Pendant 3 ans, j'ai payé des fleurs fraîches chaque dimanche sur sa tombe au cimetière de Montrouge, dans la banlieue sud de Paris. Rose blanche, toujours. Ses préférées. Et pendant 3 ans, il y avait ce coffre-fort. Un petit coffre à la caisse d'épargne de la rue de la Convention, dans le 15e arrondissement. Je connaissais son existence. Élise m'en avait parlé il y a longtemps, d'une voix distraite un soir après le dîner. J'ai loué un petit coffre à la banque pour quelques papiers de famille. Je n'avais pas posé de questions. Avec Élise, on se faisait confiance comme ça, sans avoir besoin de tout détailler. Mais quand elle est morte dans cet accident de voiture sur l'autoroute A6, un mardi soir de novembre, il y a 3 ans, je n'arrivais pas à me résoudre à ouvrir ce coffre. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Peut-être parce que l'ouvrir, c'était admettre qu'elle ne reviendrait jamais. Peut-être parce que ce coffre était le dernier endroit où elle existait encore entièrement à elle-même, sans que je sache ce qu'il contenait. Un espace à elle, intact. Un mystère que je voulais garder intact. Peut-être aussi, quelque part au fond de moi, parce que j'avais peur de ce que je pourrais trouver. Ce matin-là, un jeudi gris de janvier, je me suis finalement décidé. J'avais mis mes papiers dans un sac en cuir marron, le même que j'utilise depuis 20 ans pour aller au travail. J'avais enfilé mon manteau, celui qu'Élise m'avait offert pour mes 60 ans. J'avais fermé la porte de notre appartement du boulevard Brune et j'avais marché jusqu'à la banque. Et c'est là que le directeur m'a pris à part. Ce qu'il m'a dit a changé ma vie pour toujours. Avant d'aller plus loin, merci d'être là. Si vous regardez cette vidéo depuis chez vous ce soir, prenez une seconde pour me dire d'où vous venez dans les commentaires. Ça m'aide vraiment à continuer. Et une petite précision, certains détails ont été modifiés pour des raisons narratives et de protection des personnes concernées. Toute ressemblance avec des événements réels serait purement fortuite. Mais le fond de ce message est sincère, et je l'espère utile. Je m'appelle Bernard Morel. J'ai 64 ans. Je suis retraité depuis 2 ans. J'étais professeur d'histoire-géographie au lycée Michelet à Vanves pendant 35 ans. Élise, elle, était infirmière à l'hôpital Laennec. On s'était rencontrés à 22 ans dans une soirée chez des amis communs à Montparnasse, à l'époque où on ne calculait pas encore tout sur un téléphone. On s'est mariés à 30 ans. On a eu 2 enfants. Mathieu, qui a aujourd'hui 32 ans et vit à Lyon avec sa famille, et Clara, 29 ans, qui travaille dans une agence de communication à Bordeaux. Pendant 34 ans, Élise et moi avons construit quelque chose de solide. Pas spectaculaire, pas parfait, mais solide. Le genre d'amour qu'on remarque surtout quand il n'est plus là. Le genre qui se glisse dans les petites choses. Le café qu'elle me préparait avant que je me réveille, les post-it qu'elle collait sur le frigo pour me rappeler de rappeler sa mère, les dimanches matins à écouter France Inter en lisant le journal, moi sur le canapé, elle dans le fauteuil, nos pieds qui se frôlaient parfois sans qu'on y pense. Elle me manque chaque jour. Mais ce matin de janvier, en poussant la porte de la banque, je ne savais pas encore à quel point les 3 dernières années de ma vie avaient été construites sur un mensonge. Le 12 novembre, il y a 3 ans. Je m'en souviens avec une précision cruelle, la façon dont les détails mauvais restent gravés alors que les bons s'effacent. Il était 23h17 quand mon téléphone a sonné. J'étais en train de lire dans le salon. Élise avait dit qu'elle rentrerait vers minuit. Elle était allée dîner avec Sandrine, sa meilleure amie depuis le lycée, à Orléans. Elle faisait ça 2 ou 3 fois par an. Se retrouver à mi-chemin entre Paris et Blois pour un dîner qui durait toujours plus longtemps que prévu. C'était un numéro inconnu, une voix de femme, calme, professionnelle. « Monsieur Morel, bonsoir. Je suis l'infirmière coordinatrice du SAMU du Loiret. Il y a eu un accident sur l'A10 ce soir. La conductrice du véhicule avait votre numéro en mémoire d'urgence. Monsieur, je suis désolé. » La suite, je l'ai entendue comme à travers du coton. Carambolage sur l'autoroute A10, entre Orléans et Artenay. 3 véhicules. Un poids lourd qui avait perdu le contrôle dans un virage. Élise avait été percutée de plein fouet.
Son véhicule avait pris feu. On m'a dit qu'elle n'avait pas souffert. On dit toujours ça. Je ne sais plus très bien comment j'ai conduit jusqu'à l'hôpital de la Source à Orléans. Je me souviens du parking, des néons blancs, d'une odeur de désinfectant. Je me souviens d'un médecin en blouse verte qui me serrait la main avec les deux siennes, longuement, sans rien dire. L'identification avait été faite par ADN, m'a-t-on expliqué. Le corps était trop gravement atteint pour permettre une reconnaissance visuelle. Les funérailles ont eu lieu 10 jours plus tard. Cercueil fermé. Mes enfants étaient là. Mathieu avait les mâchoires serrées pour ne pas pleurer. Clara pleurait pour deux. Sandrine, la meilleure amie d'Élise, était effondrée au dernier rang. Elle répétait « Je n'aurais pas dû la laisser partir seule, je n'aurais pas dû la laisser partir seule », comme une litanie. On a enterré Élise le 23 novembre. Secteur 14, rang C, numéro 7 au cimetière de Montrouge. Pendant 3 ans, j'ai cru que c'était elle dans cette tombe. Ce jeudi matin de janvier, je suis arrivé à la caisse d'épargne à 9h30. L'agence est une bâtisse années 70 au coin de la rue de la Convention et de la rue Entrepreneur. Façade en béton gris, vitrine avec des affiches sur les livrets et les plans épargne-retraite. Ce genre d'endroit qu'on traverse sans le regarder vraiment. J'avais mes papiers. L'acte de décès d'Élise, que j'avais fait certifier conforme au mois de juin de l'année précédente, quand j'avais enfin commencé à régler les dernières formalités administratives. Mon livret de famille. Ma propre pièce d'identité. Et la clé du coffre, sur un porte-clés en forme de tour Eiffel, qu'on avait acheté à notre fils Mathieu quand il était petit et qu'il nous avait redonné en disant qu'il était trop grand pour ça. La conseillère à l'accueil était une jeune femme aux cheveux noirs tirés en chignon, avec des boucles d'oreilles dorées en forme de lune. « Bonjour monsieur, je peux vous aider ?»« Oui, je voudrais accéder au coffre de ma femme. Elle est décédée. Je m'appelle Bernard Morel. » Elle a tapé quelque chose sur son ordinateur. Un silence. Elle a tapé encore. Puis elle a levé les yeux vers moi avec une expression que je n'ai pas su lire tout de suite. « Je vais chercher le directeur, monsieur. » Un instant. J'ai attendu debout près du comptoir. Le directeur est arrivé 3 minutes plus tard. Un homme d'une 50aine d'années, costume gris anthracite, cheveux sel et poivre, lunettes rectangulaires. Il m'a tendu la main. « Monsieur Morel ? Je suis Frédéric Launay, directeur de cette agence. » Sa voix était posée, trop posée. La voix de quelqu'un qui a appris à annoncer de mauvaises nouvelles avec calme. « Pouvez-vous me suivre dans mon bureau ?» Mon estomac s'est serré. Son bureau donnait sur une petite cour intérieure pavée. Il y avait une plante verte sur le rebord de la fenêtre, quelques cadres avec des photos de famille, un bureau en bois sombre. Il m'a indiqué un siège et s'est assis en face de moi. Il a posé les mains à plat sur son bureau et m'a regardé droit dans les yeux. « Monsieur Morel, ce que je dois vous dire est inhabituel. Je vous demande de m'écouter jusqu'au bout avant de réagir. » J'ai hoché la tête. Le coffre-fort au nom de votre épouse, Élise Morel-Néfontaine, a été ouvert la semaine dernière. J'ai mis quelques secondes à comprendre ce que je venais d'entendre. Pardon ? Le coffre a été accédé il y a 6 jours, le mardi 8 janvier. C'est impossible. Élise est morte il y a 3 ans. Frédéric Launay n'a pas scié. Monsieur Morel, la personne qui a accédé à ce coffre a présenté les documents d'identité de votre épouse. Sa carte nationale d'identité, toujours valide, son acte de naissance et la clé du coffre. Le sol a semblé se dérober sous mes pieds. Vous me dites que... Je vous dis que selon l'état civil, votre femme est décédée. Mais selon nos caméras de sécurité, quelqu'un est entré ici la semaine dernière avec ses documents, sa clé et son identité. Et cette personne, il a hésité. Cette personne ressemblait, de manière troublante, à la photo présente dans notre dossier client. Le silence dans ce bureau est devenu assourdissant. Il a fait pivoter son écran vers moi. La vidéo était en noir et blanc, prise par une caméra placée en hauteur dans l'agence. La qualité était correcte. On distinguait clairement les visages. Une femme entrait dans l'agence, la cinquantaine. Manteau beige, écharpe bordeaux, sac à main en cuir noir porté à l'épaule gauche. Elle marchait d'un pas décidé mais légèrement voûté, comme quelqu'un qui porte quelque chose de lourd à l'intérieur. Elle s'est approchée de l'accueil. Et puis elle s'est tournée légèrement vers la caméra.
Pas de manière intentionnelle, juste le temps d'un coup d'œil vers la fenêtre. Mon cœur a cessé de battre pendant 3 secondes. Je la reconnaissais. Je reconnaissais cette façon de pencher légèrement la tête sur la gauche quand on hésite. Je reconnaissais la forme des épaules, le geste de remonter son sac d'un mouvement d'épaule. Je reconnaissais même la façon dont elle serrait son manteau contre elle, les 2 mains posées à plat sur sa poitrine. C'était un geste qu'Élise faisait quand elle avait froid. Toujours. Depuis 34 ans. Ma voix est sortie comme un souffle. C'est elle. Frédéric Launay a hoché la tête, lentement. C'est pourquoi j'ai préféré vous en parler avant de vous donner accès au coffre. Parce que, Monsieur Morel, il a marqué une pause. Le coffre-fort était vide quand nous l'avons contrôlé après son départ. Je ne me souviens plus exactement comment je suis sorti de la banque. Je me souviens du trottoir sous mes pieds, du bruit de la rue, d'une boulangerie en face d'où s'échappait une odeur de pain chaud complètement déplacée dans la situation. Je me souviens de m'être assis sur un banc de la rue de la Convention et de regarder mes mains posées sur mes genoux pendant un long moment, comme si je les cherchais. Ma femme était vivante. Ou quelqu'un qui lui ressemblait, à s'y méprendre, avait ses papiers d'identité, sa clé de coffre, et connaissait l'existence de ce coffre dans cette banque précise. Je n'arrivais pas à démêler ces 2 possibilités. Frédéric Launay m'avait donné le rapport d'incident interne et m'avait conseillé de porter plainte auprès de la police. Il m'avait aussi dit, et ces mots continuent de tourner dans ma tête, que selon leur procédure, ils avaient vérifié les empreintes digitales sur le clavier d'accès au coffre. Et ces empreintes correspondaient aux empreintes enregistrées dans leur système. Les empreintes d'Élise, prises lors de l'ouverture du coffre, 8 ans plus tôt. Je suis resté assis sur ce banc pendant peut-être 20 minutes. Les gens passaient. Une femme avec une poussette double. Un groupe de lycéens. Un vieux monsieur avec un teckel en laisse. La vie ordinaire. Et moi au milieu, avec l'impression que le sol s'était ouvert sous mes pieds et que je continuais à marcher sans le savoir depuis 3 ans. En rentrant chez moi à pied, j'avais besoin de marcher. Je ne pouvais pas m'asseoir dans le métro. J'ai commencé à repasser en boucle certains souvenirs des 3 dernières années. Des choses que j'avais trouvées étranges sur le moment et que j'avais rangées dans la catégorie coïncidence ou imagination. La première fois, c'était 6 mois après le décès d'Élise. J'étais au marché de la Porte de Vanves un samedi matin. Un marché aux puces que nous fréquentions souvent tous les 2 le week-end. J'avais la sensation bizarre, depuis le début de la matinée, d'être observé. Je m'étais retourné à 2 ou 3 reprises. Rien. Et puis, en passant devant un stand de vaisselle ancienne, j'avais aperçu une femme de dos, une vingtaine de mètres devant moi. Manteau gris, cheveux châtains coupés aux épaules, la même silhouette qu'Élise. J'avais accéléré le pas. La femme avait disparu dans la foule. J'avais dit à mon fils Mathieu que je n'allais pas bien ce soir-là, qu'il me semblait voir sa mère partout. Il m'avait dit que c'était le deuil, que c'était normal, que tous les psys expliquaient ça. Je l'avais cru. La 2e fois, c'était pour notre anniversaire de mariage. Le 14 mars, j'avais trouvé un bouquet de roses blanches devant ma porte. Pas de carte, pas de ruban. Juste le bouquet posé sur le paillasson, comme si quelqu'un l'avait déposé discrètement et s'était éclipsé. J'avais pensé à Sandrine, la meilleure amie d'Élise, ou peut-être à l'une de nos anciennes voisines. Quelqu'un qui se souvenait de la date. Je n'avais demandé à personne. La 3e fois, c'était il y a 9 mois. J'avais reçu un SMS d'un numéro masqué. Un seul message. 3 mots. Prends soin de toi. C'était une phrase qu'Élise me disait tout le temps. Chaque matin quand je partais travailler. Chaque soir au téléphone quand l'un de nous 2 rentrait tard. J'avais cherché à rappeler le numéro. Numéro non attribué. Je m'étais dit que c'était un message envoyé par erreur. Ou un fantôme. Ce soir-là, en rentrant de la banque, j'ai compris que ce n'était ni l'un ni l'autre. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. J'ai appelé mon fils Mathieu depuis le boulevard Brune, assis dans le salon avec la photo d'Élise devant moi. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Papa, tout va bien ?» « Non. » Un silence. Qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai tout raconté. La banque, Frédéric Launay, la vidéo, les empreintes. Mathieu a écouté sans m'interrompre. J'entendais sa respiration qui se modifiait progressivement. D'abord régulière, puis plus courte, puis presque retenue.
Quand j'ai fini, il y a eu un long silence. « Papa ? Oui. Tu ne crois pas que c'est peut-être une usurpation d'identité ? Quelqu'un qui aurait ses papiers, une ressemblance physique ? Les empreintes, Mathieu ? » Nouveau silence. Est-ce qu'on sait avec certitude que c'était bien maman dans cette voiture ? C'était la question. Celle que j'avais refusé de formuler pendant les 3 heures qui venaient de s'écouler. Parce que si je la posais, ça voulait dire que tout ce que j'avais vécu depuis 3 ans, le deuil, les roses blanches sur la tombe, les nuits à pleurer contre son oreiller, tout ça avait peut-être été construit sur quelque chose qui n'existait pas. L'identification était par ADN. Oui, mais qui a fourni l'échantillon d'ADN pour la comparaison ? Je n'avais pas de réponse. Il faut aller à la police, papa. Le lendemain matin, je me suis présenté au commissariat du 15e arrondissement, boulevard Lefebvre. Une brigade de 3 étages en briques rouges, coincée entre une pharmacie et un pressing. La salle d'attente sentait le café brûlé et le désinfectant. Des chaises en plastique orange alignées contre les murs. J'ai attendu 50 minutes avant d'être reçu. La brigadière qui m'a accueilli s'appelait Nadège Martin. 35 ans environ, coupe courte, des yeux qui regardaient sans juger. Elle m'a écouté avec attention, prenant des notes sur un bloc jaune. Quand j'ai eu terminé, elle a posé son stylo. « Monsieur Morel, je vais être franche avec vous. Ce que vous me décrivez est effectivement inhabituel. Mais il y a plusieurs explications possibles avant d'aller vers la plus extraordinaire. » J'ai compris ce qu'elle voulait dire. La plus extraordinaire, c'était que ma femme soit vivante. Elle m'a expliqué qu'ils allaient ouvrir une enquête. Vérification de l'identité de la personne filmée à la banque, analyse comparative des empreintes, contact avec les autorités du Loiret pour réexaminer le dossier de l'accident. Et elle m'a posé une question que je n'attendais pas. Votre épouse avait-elle des proches dans le Loiret ou en région centre ? Sa meilleure amie, Sandrine Beaumont, elle vit à Blois. C'est elle qu'Élise allait voir le soir de l'accident. Nadège Martin a noté le nom. Avez-vous toujours des contacts avec elle ? Plus vraiment. Après le deuil, on s'est un peu perdu de vue. C'était trop douloureux pour elle aussi, je crois. Elle a hoché la tête. On va la contacter. Les 3 semaines qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. Je sais, c'est une expression. Mais je vous assure que ces 22 jours ont eu la durée de mois entiers. Je me réveillais à 5 heures du matin, les yeux grands ouverts dans le noir, le cerveau déjà en ébullition. Je passais mes journées à tourner en rond dans l'appartement du boulevard Brune. Je n'avais rien dit à Clara, ma fille cadette. Pas encore. Je voulais quelque chose de plus solide avant de la bouleverser. Elle avait mis longtemps à se remettre de la mort de sa mère. Elle allait enfin mieux. Je n'allais pas la replonger dans l'incertitude sur la base d'une vidéo de caméra de surveillance. Mathieu appelait tous les jours. Il avait ses propres théories, qu'il développait par messages vocaux le matin, pendant son trajet en voiture. Certaines étaient raisonnables. Usurpation d'identité par une parente ou une ressemblante physique. D'autres étaient plus vertigineuses. Et si l'accident n'en était pas un ? Et si quelqu'un avait voulu faire croire à sa mort ? Je repoussais cette question dès qu'elle apparaissait. Parce que si je commençais à la prendre au sérieux, il fallait aussi me demander pourquoi. Pourquoi Élise aurait-elle voulu disparaître ? De quoi ou de qui ? Et surtout, pourquoi revenir 3 ans plus tard pour ouvrir un coffre-fort ? Un soir, incapable de dormir, je me suis assis à mon bureau et j'ai sorti notre album photo. Je me suis perdu dedans pendant 2 heures. Élise a 22 ans, le jour où on s'est rencontrés, avec cette façon de loucher légèrement à cause du soleil. Élise enceinte de Mathieu, debout dans notre premier appartement de la rue Vercingétorix, les mains posées sur son ventre avec l'air étonné des gens qui réalisent soudain que quelque chose d'immense est en train de se produire. Élise et moi sur la plage de Porquerolles, nos premiers vraies vacances sans les enfants, à la 50aine. Elle portait un chapeau de paille et riait de quelque chose que je venais de dire. Tout ça était réel. 34 ans de vie commune, 2 enfants. Un appartement plein de livres et de meubles qu'on avait choisis ensemble. Des vacances, des disputes, des réconciliations, des silences complices du dimanche matin. Est-ce qu'on peut quitter tout ça comme ça ?
Est-ce qu'on peut décider un jour de faire semblant de mourir? Je ne comprenais pas. Je ne voulais pas comprendre. Mais je savais, dans le fond, que je ne pourrais plus faire comme si je ne savais pas. Le 31 janvier, mon téléphone a sonné à 16h22. Nadège Martin. « Monsieur Morel, vous avez un moment ?» J'étais assis à la table de la cuisine avec une tasse de thé froide devant moi. J'avais oublié de la boire. « Oui, je vous écoute. » Elle a pris une petite inspiration. Nous avons des résultats préliminaires sur plusieurs points. Premièrement, les empreintes sur le clavier de la banque correspondent bien aux données biométriques d'Élise Morel, selon une analyse comparative faite avec son dossier de carte nationale d'identité. Silence de ma part. Deuxièmement, nous avons rouvert le dossier de l'accident de l'A10. Il y avait une incongruité que les enquêteurs de l'époque n'avaient pas relevée ou avaient considérée comme non significative. L'échantillon d'ADN utilisé pour l'identification du corps avait été fourni par Sandrine Beaumont. Je me suis redressé sur ma chaise. Par Sandrine? Elle avait expliqué aux enquêteurs qu'elle était la meilleure amie de la victime et qu'elle avait des objets personnels appartenant à Madame Morel, notamment une brosse à cheveux qu'elle avait remis à l'équipe médico-légale. Et l'analyse a conclu à quoi? À l'époque, à une correspondance positive avec l'échantillon de référence. Mais Monsieur Morel, une brosse à cheveux peut avoir des cheveux de plusieurs personnes dessus. Et il n'y avait pas d'autres éléments de comparaison, ni empreinte digitale préalable, ni autre ADN de référence. Les secondes s'étiraient. Vous êtes en train de me dire que l'identification du corps pourrait avoir été faussée? Je suis en train de vous dire que nous avons des questions et que nous avons besoin de retrouver Sandrine Beaumont pour lui poser ces questions. Elle a marqué une pause, sauf que Sandrine Beaumont n'est plus à son adresse de Blois depuis 6 mois. Ce soir-là, j'ai appelé Mathieu pour lui raconter la conversation avec Nadège Martin. Il n'a pas dit grand-chose. Il écoutait et j'entendais sa respiration, profonde, comme quand il réfléchit intensément. C'était déjà le cas quand il était enfant, ce silence concentré avant de parler. Puis il m'a dit quelque chose qui m'a stoppé net. « Papa, j'ai fait mes propres recherches. » Je ne l'avais pas su. Depuis l'appel de la semaine précédente, Mathieu avait contacté en discrétion plusieurs personnes, d'anciens collègues d'Élise à l'hôpital Laennec, des amis de sa mère qu'il avait retrouvés sur les réseaux sociaux et même un ancien voisin qui leur avait rendu service pour déménager à l'époque. Et il avait trouvé quelque chose. 6 mois avant l'accident, Élise avait demandé à une collègue infirmière, une certaine Joëlle Perrin, de lui rendre un service inhabituel. Elle lui avait demandé de garder une enveloppe, fermée, sans poser de questions. « Si quelque chose m'arrive, donne ça à Bernard. » Joëlle Perrin avait gardé cette enveloppe dans le tiroir de son bureau à domicile pendant 3 ans. Elle ne savait pas que sa collègue était morte, ou présumée morte. Elle ne savait pas qu'elle devait me contacter. Elle avait juste gardé l'enveloppe jusqu'à ce que Mathieu la retrouve. Elle m'a envoyé l'enveloppe hier par courrier recommandé, papa. La voix de Mathieu s'était légèrement fissurée. Je l'ai reçue ce matin. Mathieu était chez moi le lendemain soir. Il avait fait le trajet depuis Lyon dans la journée, seul, sans prévenir sa femme Sophie ni ses enfants des raisons exactes du voyage. « Une urgence pour grand-père », avait-il dit, ce qui, d'une certaine manière, était vrai. Il a posé l'enveloppe sur la table de la cuisine. Blanche, ordinaire, non ouverte, mon prénom écrit à la main sur le devant. L'écriture d'Élise, je la reconnaissais entre mille. Cette façon de faire le B avec un aplat légèrement penché, c'est R un peu haut. Bernard, juste mon prénom. Pas papa, pas mon amour. Bernard. Mes mains tremblaient légèrement quand je l'ai prise. Mathieu s'est levé pour aller s'asseoir dans le salon. Il a compris que j'avais besoin d'ouvrir ça seul. J'ai décollé délicatement le rabat. À l'intérieur, il y avait 4 feuilles de papier couvertes de l'écriture d'Élise. Petites, serrées, mais lisibles. Elle avait dû les écrire rapidement. La plume avait parfois hésité, raturé, recommencé. Et une photo d'elle que je ne reconnaissais pas, récente, ou en tout cas pas ancienne. Elle était assise à une terrasse de café, l'air épuisé, les yeux dans le vague. Elle portait une veste grise que je ne lui avais jamais vue. Derrière elle, dans le flou, une rue pavée, des façades de maisons anciennes,
une plaque de rue illisible. Je me suis mise à lire. Bernard, si tu lis ces mots, c'est que quelque chose s'est passé. Pas ma mort. Ou du moins, pas encore, j'espère. Je t'expliquerai tout si j'en ai le courage. Mais là, maintenant, je ne sais pas si j'en aurai l'occasion. Alors je t'écris parce que tu mérites de savoir la vérité. Même si c'est difficile, même si ça fait mal, tu mérites toujours la vérité. C'est l'une des choses que j'aime en toi depuis le premier jour. Je ne suis pas morte dans cet accident. Je vais te dire les choses simplement parce que je n'ai ni le temps ni la force de les embellir. Depuis 4 ans avant notre rupture, j'étais dans une situation que je n'arrivais pas à te dire. Pas parce que tu aurais fait quelque chose de mal, pas parce que tu me manquais de respect ou que tu ne m'aimais pas, mais parce que j'avais fait quelque chose d'irréparable, croyais-je, et que j'avais passé des années à avoir peur que tu le découvres. Ça a commencé il y a 7 ans. J'avais un patient à l'hôpital, un homme d'affaires, hospitalisé pour des complications cardiaques. Il s'appelait François-Xavier Delmotte. Il avait de l'argent, du charme, et une façon de vous faire sentir important qui m'a fait perdre la tête pendant quelques mois. Oui, Bernard, j'ai eu une liaison. Ça a duré 8 mois. Puis ça s'est arrêté. De son fait, pas du mien, mais ça s'est arrêté. Et j'aurais dû tout oublier là, tout enterrer et te dire la vérité ou continuer à vivre comme avant. Mais Delmotte n'était pas du genre à laisser les choses se terminer proprement. Quand j'ai rompu, il est devenu dangereux. Il a commencé par des messages, puis des appels, puis des menaces. Il disait qu'il allait tout dire à l'hôpital, que je perdrais ma licence. Il disait qu'il avait des photos. Il disait qu'il te dirait tout, pas pour te rendre service, mais pour me détruire. J'ai eu peur. Et dans ma peur, j'ai fait une chose dont j'ai honte. Il avait besoin de médicaments. Des médicaments auxquels j'avais accès en tant qu'infirmière. Des anxiolytiques à forte dose, qu'il prenait déjà légalement, mais qu'il voulait obtenir en quantité supérieure à sa prescription. Il m'a fait comprendre que si je lui donnais accès à ce qu'il voulait, il me laisserait tranquille. Je l'ai fait. 3 fois. 3 fois que j'ai détourné des médicaments de l'hôpital. Puis il a voulu autre chose. De l'argent, du temps, des faveurs. Et là, j'ai compris que ça ne s'arrêterait jamais. J'ai contacté un avocat spécialisé dans le droit pénal, sans te le dire. Il m'a dit la vérité, j'étais en position très délicate. Le détournement de médicaments est un délit. Même sous contrainte, la démonstration de la contrainte était difficile à établir. Et Delmotte était riche, bien entouré, et avait déjà eu affaire à des procédures légales qu'il avait su retourner à son avantage. C'est à ce moment que Sandrine est intervenue. Je te dois aussi la vérité sur Sandrine. Elle n'est pas innocente dans tout ça. Je ne l'ai réalisé que trop tard. Au début, elle m'a aidé. Elle m'écoutait, me conseillait. Elle m'a même proposé de m'héberger quelques semaines à Blois si je voulais m'éloigner de Delmotte. J'ai refusé. Je n'arrivais pas à te quitter, même sans que tu saches pourquoi. Mais Sandrine avait ses propres raisons. Elle connaissait Delmotte avant moi. Elle ne me l'avait jamais dit. C'est une chose que j'ai découverte il y a environ 4 ans, quand j'ai trouvé des messages sur son téléphone que j'avais emprunté pour appeler. Le mien était déchargé. Sandrine et Delmotte se parlaient régulièrement. Et ces messages, ce n'était pas neutre. Elle lui donnait des informations me concernant. Ma présence au travail, mes horaires, les moments où j'étais seul. Je lui en ai parlé. Elle a nié, puis admis une partie. Elle disait qu'elle essayait de gérer la situation à sa façon, que c'était pour me protéger. Je ne l'ai pas cru. J'ai commencé à avoir peur aussi de Sandrine. Et je me suis retrouvé dans une situation impossible. Coincé entre un homme qui me faisait chanter, une amie que je ne pouvais plus faire confiance et un mari, toi, que je n'arrivais pas à mettre dans tout ça parce que j'avais honte et parce que j'avais peur de te perdre. J'ai cherché une sortie pendant des mois et j'ai fini par en trouver une. Pas une bonne sortie, pas une sortie honorable, mais une sortie. Quand je t'ai dit que j'allais à Orléans dîner avec Sandrine ce soir-là, ce n'était pas entièrement vrai. J'allais retrouver Sandrine. Mais pas pour dîner. On devait se retrouver dans un hôtel de l'autoroute A10, à mi-chemin entre Paris et Blois, pour mettre au point quelque chose ensemble. Un plan que je t'ai déjà décrit comme honteux, et qu'il l'est. Mais j'étais à bout, Bernard.
à bout depuis des mois. Je dormais mal, je maigrissais, je n'arrivais plus à te regarder dans les yeux sans avoir envie de tout avouer et tout détruire en même temps. Ce que nous avions prévu, Sandrine et moi, c'était que je disparaisse. Pas pour toujours. Je me disais, le temps que Delmotte comprenne qu'il n'a plus rien à perdre ou gagner sur moi. Le temps que je me refasse une santé mentale. Quelques mois, peut-être un an. Sandrine devait organiser la mise en scène de l'accident. Elle avait des contacts. Je ne t'en dirai pas plus parce que l'enquête est en cours. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y avait un autre véhicule prévu pour prendre feu sur la 10. Un véhicule volé avec à l'intérieur des éléments permettant une identification partielle qui pointait vers moi. La brosse à cheveux qu'elle avait donnée aux gendarmes. Elle avait ses propres cheveux dessus autant que les miens. On se coiffait parfois avec la même brosse depuis des années. J'avais signé une procuration à Sandrine avant de partir. Elle devait gérer certaines choses administratives pendant mon absence, sans que tu le saches. Et puis ça a déraillé. Sandrine n'a pas respecté les termes de notre arrangement. Elle a utilisé ma disparition pour ses propres intérêts. Elle a contacté Delmotte, non plus pour me protéger, mais pour négocier avec lui. Elle lui a fourni des informations, probablement sur ta situation financière, probablement sur l'appartement du boulevard Brune. Je l'ai appris de loin, progressivement, au cours des mois suivants. C'est en apprenant ça que j'ai compris que je ne pouvais pas rentrer facilement. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que Sandrine avait des éléments sur moi qui pouvaient me mettre en danger légal si elle décidait de se retourner contre moi. Et parce que Delmotte, qui savait maintenant que j'étais vivante via Sandrine, me tenait encore. Pendant 3 ans, j'ai vécu entre 2 villes en France, sous un nom que je ne te donnerai pas dans cette lettre pour des raisons de sécurité. J'ai travaillé dans des maisons de retraite privées, au noir d'abord, puis légalement sous une identité partielle. Je ne me suis pas autorisé à vous appeler, ni toi, ni Mathieu, ni Clara. Mais je ne t'ai jamais oublié. Ni eux. Les roses blanches sur la tombe, c'était moi. Je venais la nuit, en taxi depuis la gare de Montrouge. Je restais 5 minutes, je posais les fleurs et je repartais. Je pleurais dans le taxi du retour à chaque fois. Je visitais une tombe vide. Je savais que tu visitais la même. Tu te demandes probablement pourquoi j'ai ouvert le coffre maintenant. Parce que Delmotte est mort. Crise cardiaque le 28 décembre dernier. J'ai vu l'annonce dans les colonnes nécrologiques d'un journal régional que je lisais par habitude de me tenir informé. François-Xavier Delmotte, 62 ans, chef d'entreprise dans le secteur immobilier. Enterré à Versailles le 3 janvier. Quand j'ai vu cette annonce, j'ai pleuré. Pas de chagrin, de soulagement. Pour la première fois en 7 ans, je n'avais plus peur de lui, plus peur de ses menaces, de ses appels, de ses contacts. Il était mort, et il avait emporté avec lui le pouvoir qu'il avait sur moi. Restait Sandrine. Mais Sandrine ne peut plus rien sans Delmotte. Elle a disparu elle-même depuis plusieurs mois, ses propres raisons, ses propres frayeurs, probablement. Les gens comme elle disparaissent quand ils n'ont plus de protection. Dans le coffre, Bernard, il y avait des preuves. Des preuves de ce que Delmotte m'avait fait subir. Des messages qu'il m'avait envoyés, imprimés et conservés. Un enregistrement audio sur une clé USB. Une conversation où il me menaçait explicitement. Des relevés de compte montrant les virements qu'il m'avait extorqués sur les derniers mois avant ma disparition. J'ai tout pris. Parce que je vais en avoir besoin pour ce qui vient. Parce que je ne veux plus me cacher. Parce que je veux rentrer chez moi, Bernard. Si tu peux encore l'appeler chez moi. Je ne te demande pas de comprendre. Je ne te demande pas de pardonner. Pas tout de suite, pas facilement. Je te demande seulement une chose. Rappelle Mathieu. Regardez ce courrier ensemble. Et si vous voulez me retrouver, si vous pouvez l'envisager, je serai à Paris à partir du 15 février. À l'Hôtel des Bateliers, rue Saint-Jacques, dans le 5e. Chambre 14. Je t'aime, Bernard. Je t'ai aimé pendant toutes ces années, même dans les plus mauvaises, même dans les plus lâches de ma part. Je suis désolé. Élise. Je suis resté longtemps immobile devant cette lettre. Les 4 feuilles étalées sur la table de la cuisine. La photo d'elle sur le côté. Mathieu était venu depuis le salon s'appuyer dans l'encadrement de la porte. Il avait vu mon visage. « Papa ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. La lettre était datée de il y a 3 mois. Elle avait attendu dans une enveloppe chez Joël Perrin pendant 3 ans,
avant que Mathieu la retrouve. Mais Élise l'avait rédigée il y a 3 mois, après la mort de Delmotte. Elle avait contacté Joël, récupéré l'enveloppe et avait mis à jour la lettre. Joël avait gardé la nouvelle version sans comprendre ce qu'elle gardait. J'ai rendu les feuilles à Mathieu. Il a lu en silence, debout contre le mur. Son visage est passé par plusieurs expressions que je regardais sans pouvoir les nommer précisément. Choc, incompréhension, colère. Quelque chose qui ressemblait à du soulagement, et puis de la colère encore. Quand il a eu terminé, il a posé les feuilles sur la table. Il a regardé le plafond pendant un moment. Elle est vivante? Oui. Et elle veut rentrer. C'est ce qu'elle dit. Silence. Qu'est-ce que tu vas faire? C'était la question, celle à laquelle je n'avais pas encore trouvé la réponse. Cette nuit-là, j'ai dormi peu. Pas à cause de l'insomnie habituelle du deuil. Ce deuil n'était peut-être pas ce que je croyais. Mais à cause des questions. Est-ce que je lui en voulais? Oui. Profondément, viscéralement. 3 ans. 3 ans à fleurir une tombe vide. 3 ans à expliquer à mes petits-enfants que leur grand-mère Élise était morte. 3 ans à regarder Clara pleurer lors de ses anniversaires en pensant que sa mère n'était plus là. 3 ans à dormir seule dans un lit trop grand pour une absence qu'on m'avait fabriquée. Est-ce que je comprenais? Moins clairement. Je ne savais pas encore si je croyais entièrement à sa version. Un homme qui fait chanter, une amie traîtresse, une fuite qui tourne mal, une vie clandestine pendant 3 ans. C'était beaucoup. C'était presque trop. Mais les empreintes digitales correspondaient. Les roses blanches avaient été déposées chaque année. Le SMS des 3 mots. Et cette lettre. Cette écriture que je reconnaissais entre 1000. Est-ce que je voulais la revoir? Je ne savais pas. Je savais que je devais contacter Nadège Martin, que l'enquête devait continuer, que la question de Sandrine Beaumont et de François-Xavier Delmotte n'appartenait plus seulement à notre vie privée, mais était devenue une affaire judiciaire. Et je savais, même si je n'arrivais pas encore à en mesurer les contours, que quelque chose en moi était soulagé. Qu'elle soit vivante, même en colère, même blessée, même perdue, soulagée. Le lendemain matin, j'ai rappelé la brigadière. Je lui ai tout transmis. La lettre, le nom de François-Xavier Delmotte, les informations sur Sandrine Beaumont, l'adresse de l'hôtel rue Saint-Jacques. Nadège Martin a écouté sans m'interrompre une seule fois. « Monsieur Morel, je dois vous demander quelque chose d'important. Est-ce que votre femme, si c'est bien elle, est en sécurité selon vous ?» J'ai réfléchi. Elle l'est davantage depuis la mort de Delmotte. Mais je ne sais pas si Sandrine représente encore un danger. On va vérifier l'adresse de l'hôtel discrètement. Pas d'intervention, pas d'interpellation. Juste une vérification. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez aller à cette adresse. C'est votre droit. Et sur le plan légal, qu'est-ce qu'elle risque? Silence mesuré de l'autre côté du téléphone. C'est complexe. La mise en scène d'un décès est un délit en France. Il y a des articles du Code pénal qui s'appliquent. Mais les circonstances atténuantes seront importantes. Les menaces, le chantage, le contexte de détresse, un bon avocat peut construire quelque chose. Elle a ajouté, plus doucement, « Et de toute façon, monsieur Morel, ce n'est pas à moi de décider ce qui se passe entre vous deux. » J'ai attendu le 15 février. Chaque jour de ces 2 semaines a eu la consistance du plomb. Je faisais des choses. Je préparais des repas, je lisais, je regardais le journal télévisé. Je marchais le long du boulevard Brune jusqu'au parc Georges Brassens, seul, les mains dans les poches. J'avais prévenu Clara. Cette conversation avait été la plus difficile de ma vie. Elle m'avait appelé le lendemain de l'avoir prévenue. Elle avait pleuré. De joie, d'abord. Maman est vivante. Puis de colère. Comment elle a pu faire ça? Comment elle a pu nous laisser croire qu'elle était morte pendant 3 ans? Et puis, à nouveau, de quelque chose de plus doux, de plus confus. Est-ce qu'on peut la revoir? Est-ce qu'on devrait? Je n'avais pas de réponse pour elle. Je n'en avais pas pour moi non plus. Le matin du 15 février, j'ai mis mon manteau. Le même, celui qu'elle m'avait offert. J'ai regardé sa photo sur le buffet du salon. Et j'ai fermé la porte. La rue Saint-Jacques est l'une des plus vieilles rues de Paris.
Elle remonte droit vers le Panthéon, bordée de façades en pierre beige et de petits hôtels discrets. En hiver, le matin, elle a quelque chose de figé dans le temps. Les touristes ne sont pas encore debout, les cafés commencent juste à ouvrir. L'hôtel des Bateliers était une bâtisse étroite coincée entre une librairie et un restaurateur grec. Façade couleur crème, fenêtre avec des volets en verre. Une plaque en cuivre sur la porte. Je me suis arrêté devant. Mes mains tremblaient à nouveau. 3 ans. 3 ans d'absence, de deuil, de roses blanches sur une tombe vide. 3 ans à expliquer à ma fille cadette pourquoi sa mère n'existait plus. 3 ans à me souvenir de l'odeur de son parfum sur son oreiller, jusqu'à ce que l'odeur s'efface complètement. Et derrière cette porte, au premier étage, chambre 14, il y avait peut-être la réponse à tout ça. J'ai poussé la porte. La réception était tenue par un jeune homme aux lunettes rondes qui m'a regardé entrer sans rien dire de particulier. Un hall étroit, un escalier en bois, le bruit sourd de la rue derrière moi. « Chambre 14 », ai-je dit simplement. Il a décroché le téléphone interne. A attendu. 2 sonneries. Une voix a répondu. Je n'ai pas entendu les mots, juste la voix. C'était Élise. Ma gorge s'est serrée d'une façon que je ne saurais pas décrire. Le jeune homme a raccroché. « Vous pouvez monter, monsieur ?» L'escalier en bois craquait à chaque marche. Premier étage. Couloir étroit, moquette bordeaux passée, lampe à abat-jour jaune. La porte de la chambre 14 était en face de l'escalier. Elle était entrebâillée. Je me suis arrêté sur le palier. Derrière la porte entrebâillée, j'apercevais une fenêtre qui donnait sur les toits de Paris. La lumière du matin de février, grise, douce, sans prétention. Une chaise, le coin d'une table avec une tasse à café. Et puis, elle a ouvert la porte. Élise. 3 ans avaient passé. Elle avait les cheveux plus courts, une coupe que je ne connaissais pas, qui lui donnait quelque chose de plus sévère au premier regard. Elle avait maigri. Il y avait des cernes profonds sous ses yeux et quelques fils blancs dans ses cheveux qu'elle ne colorait plus. Elle était plus petite dans mon souvenir, ou peut-être que c'était moi qui l'avais grandifiée dans les 3 années d'absence. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les 2 bras le long du corps, les mains légèrement ouvertes dans un geste qui ressemblait à la fois à une capitulation et à une offrande. Elle pleurait en silence, pas de grands sanglots, juste les larmes qui coulaient sur son visage, sans qu'elle fasse rien pour les essuyer. Je ne savais pas ce que j'allais dire. Je ne savais pas ce que j'allais ressentir. Et puis j'ai dit la seule chose vraie que j'avais à dire. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» Elle n'a pas reculé. Elle n'a pas baissé la tête. Je sais. Nous avons parlé pendant 5 heures. Dans cette petite chambre d'hôtel avec ses murs couleur ivoire et sa fenêtre sur les toits, nous avons parlé comme nous ne l'avions peut-être jamais fait en 34 ans de mariage. Sans détour, sans les pudeurs habituelles, sans la politesse du quotidien qui arrondit les angles. Elle m'a tout raconté dans le détail. La liaison avec Delmotte, ses mains tremblaient légèrement quand elle en parlait. Pas de pudeur, pas de minimisation. Les faits, dans leur crudité, les menaces, la progression du chantage, le détournement de médicaments. Elle a prononcé les mots clairement, sans les édulcorer. J'ai commis un délit, je le sais. Sandrine, la trahison, la découverte de la complicité de son ami avec Delmotte, le plan de la disparition. Ce soir de novembre sur l'autoroute A10, non pas un accident, mais une mise en scène minutieusement préparée avec la complicité d'un homme de main que Sandrine avait recruté et payé avec l'argent de Delmotte, en échange d'informations sur mes finances selon ce qu'Élise avait reconstitué depuis. Les 3 ans de clandestinité. D'abord dans le Gers, chez une infirmière retraitée qu'elle ne connaissait que de réputation et qui lui avait loué une chambre sans poser de questions. Puis à Perpignan. Puis à Lyon, pas loin de Mathieu, m'a-t-elle dit avec un demi-sourire douloureux, à quelques kilomètres, sans jamais oser franchir le pas de l'appeler. La mort de Delmotte. Et la décision de rentrer. J'ai écouté sans l'interrompre souvent. Quelques questions, quelques silences. J'ai remarqué qu'elle ne cherchait pas à se défendre ou à atténuer sa part de responsabilité. Elle me présentait les faits comme ils étaient. C'était courageux, dans un sens. Et c'était aussi la seule façon d'être honnête avec ce que nous avions été. À un moment,
Je lui ai demandé ce que j'avais besoin de savoir. « Est-ce que tu as aimé cet homme ?» Elle a pris le temps de répondre. « Non, pas vraiment, pas comme je t'aime. Mais j'ai été flatté, et j'ai été lâche, et j'ai laissé quelque chose de petit devenir quelque chose d'énorme parce que je n'avais pas le courage de te le dire à temps. » Silence. Si tu me l'avais dit à l'époque, je sais, on aurait pu traverser ça ensemble. Je sais, Bernard. À mi-journée, on a commandé 2 sandwichs par la réception. On a mangé en silence, assis de chaque côté de la petite table. Elle regardait par la fenêtre. Moi, je regardais ses mains posées et reprendre le sandwich, ce geste familier. Il m'a fallu du temps pour formuler ce que je ressentais vraiment. Je n'étais pas en train de lui pardonner. Pas encore. Le pardon, c'est quelque chose qui prend du temps, qui se construit, qui ne s'annonce pas en 2 heures dans une chambre d'hôtel, fût-ce après 3 ans d'attente. Mais quelque chose s'était dénoué en moi depuis le matin. Quelque chose que je n'arrivais pas à nommer pendant 3 ans. Une tension souterraine, un fond de sentiments irrationnels que son deuil n'était pas complet, que quelque chose manquait dans cette mort. Les spécialistes du deuil ont un mot pour ça, le deuil ambigu. Le deuil d'une personne disparue sans preuves absolues. Maintenant, j'avais une preuve absolue. Elle était là. Maigrie, vieillie, portant 3 ans de culpabilité sur les épaules comme un manteau trop lourd. Mais là, réelle, vivante. Il faut appeler Clara. Elle a posé son sandwich. Ses yeux se sont remplis. Elle va me haïr. Peut-être, un temps. Et Mathieu? Il est à Paris. Il attend mon appel. Elle a hoché la tête, très lentement. Mathieu est arrivé à l'hôtel 2 heures plus tard. Il est resté dans l'encadrement de la porte de la chambre pendant un long moment sans rien dire. À regarder sa mère. Elle le regardait aussi. Ni l'un ni l'autre ne bougeait. C'est lui qui a bougé le premier. Il a traversé la chambre et il l'a serré dans ses bras. Pas doucement. Fort. Comme quelqu'un qui retient quelque chose qui risque de partir à nouveau. Elle sanglotait. Lui avait les mâchoires serrées, les yeux secs, mais ses épaules tremblaient. J'ai discrètement regardé ailleurs. Clara a rappelé depuis Bordeaux en fin d'après-midi. Elle avait besoin de temps, m'avait-elle dit le matin. Elle ne voulait pas venir tout de suite. Elle voulait d'abord parler à sa mère au téléphone. Élise a pris l'appel debout au bord de la fenêtre, tournée vers les toits de Paris. La conversation a duré 40 minutes. Je n'entendais que le côté d'Élise. Des « oui », des « je sais », des « tu as raison », de longs silences pendant lesquels elle écoutait. À un moment, une seule phrase que j'ai entendue distinctement. « Je ne mérite pas que tu me pardonnes, ma chérie, mais je t'aime. » Dans les semaines qui ont suivi, l'enquête a avancé. Nadège Martin m'a tenu informé régulièrement. Sandrine Beaumont a été retrouvée en Espagne, à Barcelone, sous une fausse identité. Elle vivait depuis 6 mois avec un homme lié au réseau de Delmotte. Elle a été interpellée par la police espagnole en coopération avec les autorités françaises et extradée en France. L'instruction judiciaire a établi les grandes lignes de ce qu'Élise avait décrit dans sa lettre. Le rôle de Delmotte comme instigateur du chantage. Le rôle de Sandrine comme intermédiaire et traître à double sens. La mise en scène de l'accident sur la 10, organisée par un tiers que les enquêteurs ont identifié grâce au relevé téléphonique de Sandrine. Concernant Élise, la situation était effectivement complexe sur le plan juridique. L'avocat qu'elle avait contacté, un pénaliste du barreau de Paris, avait construit un dossier sur la notion de contrainte et de chantage. Les preuves contenues dans le coffre-fort, les messages de Delmotte, l'enregistrement audio, les relevés financiers, constituaient des éléments à charge sérieux contre un homme qui, certes, était mort, mais dont les actes étaient désormais documentés. Le parquet a finalement renoncé à poursuivre Élise pour la mise en scène de l'accident, reconnaissant le contexte de contrainte et de détresse psychologique grave. Sandrine, en revanche, a été mise en examen pour complicité de fraude, usage frauduleux d'une identité de personne vivante et complicité de chantage. Ce n'était pas une fin parfaite. Les fins parfaites n'existent pas, mais c'était la vérité mise au jour, et c'était quelque chose. Élise est rentrée dans l'appartement du boulevard Brune à la fin du mois de mars. Ce n'était pas une rentrée triomphante.
Pas de larmes de joie dans le couloir, pas d'embrassade prolongée sur le seuil. Elle est arrivée avec 2 valises, tout ce qu'elle avait accumulé en 3 ans de vie clandestine. 2 valises pour 3 ans d'une vie parallèle. Elle s'est arrêtée dans le salon, devant sa propre photo sur le buffet, devant la photo que j'avais regardée chaque matin pendant 3 ans en pensant à elle comme à quelqu'un de mort. « C'est une belle photo », a-t-elle dit doucement. « C'est toi à Porquerolles. » « Je sais. » Silence. « Je peux la garder ?» J'ai répondu d'un ton que j'espérais neutre. « C'est chez toi. » 2 semaines après son retour, un dimanche matin, je lui ai proposé d'aller au cimetière de Montrouge. Elle avait dit oui sans hésiter, comme si elle savait que c'était nécessaire, qu'il y avait un passage obligé dans cet endroit précis, devant cette pierre précise, avant que quoi que ce soit d'autre puisse vraiment commencer. On s'est levé tôt. Le ciel était blanc, ce blanc opaque de mars qui n'annonce ni pluie ni soleil. On a bu le café debout dans la cuisine, sans grand-chose à se dire. Élise tenait sa tasse à 2 mains, comme toujours. Je regardais ses mains et je pensais à toutes les fois où j'avais regardé ces mêmes mains autour de cette même tasse dans cette même cuisine, sans savoir que ça finirait par me manquer autant. Elle portait un manteau noir que je ne lui avais jamais vu. Elle avait dû se l'acheter dans sa vie d'après. Un manteau pour aller au cimetière, visiter sa propre tombe. On n'a pas pris le métro. On a marché. 40 minutes depuis le boulevard Brune, par les petites rues, en passant devant le lycée Michelet, où j'avais enseigné pendant 35 ans. Devant la boulangerie du coin que nous fréquentions le dimanche matin. Devant le café de la rue Bénard, où elle allait parfois lire seule quand les enfants étaient petits et qu'elle avait besoin d'1 heure pour elle. On marchait côte à côte sans se toucher. Pas encore, mais proche. Elle regardait les façades, les enseignes, les gens, comme quelqu'un qui redécouvre un quartier après une longue absence. Ce qui était exactement le cas. Elle a mis du temps à accepter. On y est allé à pied. 40 minutes depuis le boulevard Brune. Il faisait un froid sec de début de printemps, ce type de froid propre de mars qui pince les joues sans être désagréable. Les allées du cimetière étaient presque désertes à cette heure matinale. Juste un homme plus âgé que moi qui arrosait des fleurs 3 rangées plus loin. Un seau orange dans la main, méthodique et silencieux. On s'est arrêté devant la pierre tombale. Secteur 14, rang C, numéro 7. La pierre portait son nom. Élise Morel, née Fontaine. Les dates. Et la phrase que j'avais choisie au moment des obsèques, en larmes devant le marbrier de la rue de la Tombissoire. Épouse, mère, lumière. Élise s'est agenouillée devant la tombe. Je ne savais pas quoi faire de mes mains. Je les ai gardées dans les poches de mon manteau. Elle a posé une main à plat sur la pierre. Elle a gardé la tête baissée pendant un long moment. Puis elle a dit, très bas, à la pierre ou à elle-même ou à moi, je ne savais pas. Je suis désolée de t'avoir prise pour moi. On a appris plus tard qui était réellement enterré dans cette tombe. L'enquête avait permis de l'établir. Un corps non identifié, issu d'un autre accident mortel, survenu dans la semaine précédant l'accident d'Élise sur l'A10, une femme d'une 40aine d'années décédée dans un incendie de véhicule en Sologne et dont l'identification avait été impossible faute de documents. Ce corps avait été utilisé par les complices de Sandrine pour la mise en scène, avec la complicité d'un employé du service médico-légal du Loiret, qui faisait également l'objet d'une mise en examen. La véritable identité de cette femme a finalement été établie. Elle s'appelait Dominique Aubert. Elle venait de Vierzon. Elle avait une famille qui la cherchait depuis 3 ans. Cette découverte a été l'une des plus douloureuses de toute l'affaire. Une famille qui avait perdu quelqu'un sans le savoir vraiment, sans tombe, sans certitude. On a fait un don anonyme à l'association des familles de victimes non identifiées. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était ce qu'on pouvait faire. Clara est venue à Paris en avril. Je les ai laissées seules dans le salon pendant 2 heures, Élise et elle. J'ai marché jusqu'au parc Georges Brassens et j'ai lu un livre sur un banc sans en retenir un mot. Quand je suis rentré, elles étaient toutes les 2 sur le canapé. Clara avait les yeux rouges. Élise lui tenait la main. Elles ne parlaient plus. Elles étaient juste là, l'une à côté de l'autre. Il faut parfois du temps pour que les mots se retirent
et laisse la place à quelque chose de plus fondamental. Mathieu est revenu avec Sophie et leurs 2 enfants pour les vacances de Pâques. Le premier dîner a été étrange. On parlait de choses anodines, les devoirs des enfants, la rénovation d'une cuisine chez Mathieu, le printemps précoce cette année. Et en même temps, il y avait dans l'air quelque chose d'électrique, une conscience aiguë de l'improbabilité de ce moment. Cette table, ces visages, ce repas. À un moment, la petite Lucie, 5 ans, a grimpé sur les genoux d'Élise. Elle ne la connaissait pas. Elle était née après la disparition d'Élise. Mais elle l'avait vue sur des photos, lui avait-on expliqué. Mamie Élise. Elle a regardé Élise très sérieusement. « T'étais où ?» Élise a ri, le premier vrai rire que j'entendais d'elle depuis son retour. « Loin, mais je suis là maintenant. » Je veux vous parler de quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre. Le deuil que j'ai vécu pendant 3 ans. Ce deuil qui était fondé sur un mensonge, ce deuil d'une femme vivante, était pourtant réel. Je ne veux pas dire que ça n'avait aucune importance que ce soit faux. Ça avait de l'importance, et beaucoup. Mais la douleur que j'ai ressentie pendant ces 3 ans était une vraie douleur. Le manque était un vrai manque. Les larmes, le sentiment de vide, l'incapacité à jeter ses affaires, les nuits à ne pas dormir, les matins où j'ouvrais les yeux en oubliant pendant 2 secondes qu'elle n'était plus là. Et puis, le rappel brutal. Tout ça était réel. Le deuil n'a pas besoin d'être justifié par les faits pour être réel. C'est peut-être la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi Élise n'avait pas pu me parler. Pas comme excuse, il n'y a pas d'excuse pour 3 ans de disparition, mais comme explication. Les gens qui portent des secrets honteux pendant longtemps finissent par confondre 2 choses, la honte d'avoir fait quelque chose et la peur de perdre l'amour de ceux qui savent. Ces 2 choses sont différentes. L'une concerne ce qu'on a fait, l'autre concerne ce qu'on aime. Élise avait si peur de me perdre qu'elle a préféré me perdre d'une autre façon. Je ne dis pas que c'était raisonnable, je dis que c'était humain. La troisième chose, et c'est peut-être la plus importante, c'est que la vérité arrive toujours. Pas toujours de la façon qu'on imagine. Pas toujours au moment qu'on voudrait. Mais elle arrive. Un coffre-fort ouvert, une caméra de surveillance, une enveloppe gardée 3 ans dans un tiroir par une femme qui ne savait pas ce qu'elle gardait. La vérité est têtue. Elle cherche des sorties. Elle finit par trouver. Nous sommes en juillet maintenant. 6 mois ont passé depuis le matin de janvier à la caisse d'épargne de la rue de la Convention. Élise et moi vivons à nouveau dans l'appartement du boulevard Brune. Ce n'est pas comme avant. Rien ne peut être exactement comme avant. Il y a des conversations difficiles qui s'intercalent dans les journées ordinaires sans prévenir. Des moments où la colère revient, inattendue, pendant que je lis le journal ou que je prépare du café. Des moments où elle se tait d'une façon que je reconnais maintenant comme le silence de quelqu'un qui ne sait pas si elle a le droit de prendre de la place. On est allé voir une thérapeute de couple. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais imaginé faire à 64 ans. Mais Mathieu avait dit, avec la franchise directe qui lui vient probablement de moi, « Papa, vous avez traversé quelque chose que même les thérapeutes ne voient pas souvent. Un peu d'aide, c'est raisonnable. » Il avait raison. Madame Garnier, c'est son nom, travaille dans un cabinet de la rue de Vaugirard. Elle a les cheveux gris, une façon d'écouter qui ne juge pas, et elle pose des questions que ni Élise ni moi n'aurions pensé à poser. Ça aide. Pas à tout résoudre, mais à mettre des mots sur ce qui ne s'était pas encore formulé. Il y a 3 semaines, on est retourné au cimetière de Montrouge. Cette fois, avec Mathieu et Clara. On a fait les choses ensemble. On a retiré la plaque avec le nom d'Élise. On a fait les démarches administratives, longues, fastidieuses, émaillées d'employés de mairie qui levaient les sourcils, mais ne posaient pas de questions en dehors du strict minimum légal. La tombe de Dominique Aubert a été relocalisée. Sa famille, son frère et sa fille adulte, est venue en mai pour une cérémonie que nous avons voulu discrète. On s'est tenu à l'écart, à la limite de leur droit à leur deuil privé. Mais nous étions là. C'était important d'être là. Au cimetière ce jour-là, avec Mathieu et Clara, j'ai pensé à quelque chose que le curé avait dit lors des funérailles d'Élise, il y a 3 ans. Il avait dit « Le deuil n'est pas la fin de l'amour.
C'est l'amour qui continue à vivre dans une autre forme. Je m'en étais voulu d'avoir trouvé ça trop beau, trop lisse. Le genre de phrase qu'on dit dans les cérémonies pour adoucir quelque chose qui ne peut pas être adouci. Ce matin-là, devant une tombe qui portait encore le nom d'Élise, avec Élise debout à côté de moi, j'ai pensé que le curé avait peut-être raison. Pas de la façon qu'il pensait, mais dans un sens que je n'avais pas compris à l'époque. Un soir de juin, on regardait un film à la télévision. Je ne me souviens plus lequel. Élise s'était endormie contre mon épaule au bout de 28 minutes. Comme elle faisait toujours, depuis 34 ans, depuis notre premier appartement de la rue Vercingétorix, elle s'endormait devant les films. J'ai regardé le film seul dans la pénombre, la chaleur de son épaule contre moi. À un moment, elle s'est réveillée à moitié. Elle a levé les yeux vers moi, encore dans ce demi-sommeil où on dit les choses vraies. « Tu es encore là ?» Pas une question, une constatation. Oui. Elle a fermé les yeux à nouveau. « Je croyais que tu ne serais plus là. »« Je suis là. » Elle a posé une main sur mon bras sans rouvrir les yeux. J'ai gardé les yeux sur l'écran sans voir le film. À vous qui m'écoutez, merci d'être allé jusqu'ici. Cette histoire n'a pas de morale simple. Elle n'est pas faite pour être simple. Elle est faite pour vous parler de quelque chose que nous faisons tous, à des degrés différents et dans des situations différentes. Cacher nos erreurs à ceux que nous aimons, par peur de les perdre. Laisser un petit secret devenir un grand mensonge parce qu'on ne trouve jamais le bon moment pour parler. Construire une distance pour se protéger, sans réaliser que cette distance finit par devenir un mur qu'on ne sait plus franchir. Élise n'est pas un monstre. C'est une femme qui a eu peur, qui a fait des erreurs, qui a laissé la peur prendre des décisions à sa place pendant trop longtemps. Et j'ai été un mari qui ne savait pas lire ce qui se passait sous ses yeux. Pas par indifférence, mais parce que nous avions construit entre nous, Élise et moi, une certaine façon de ne pas déranger la surface. Le deuil que j'ai vécu pendant 3 ans m'a appris quelque chose. Il m'a appris que l'amour ne se mesure pas à l'absence de problèmes. Il se mesure à la façon dont on traverse les problèmes, ensemble ou séparément. C'est ça, la vraie question. On essaie de les traverser ensemble, maintenant. C'est difficile, c'est lent. Ce n'est pas garanti, mais c'est choisi. Et c'est peut-être ça, finalement, le vrai début d'un amour durable. Pas le commencement quand tout est neuf et facile, mais le recommencement quand on a vu le pire de l'autre et qu'on décide quand même d'avancer. Ce dimanche de juillet, il faisait chaud sur Paris. Ce genre de chaleur sèche et blanche qui écrase les toits, vide les rues l'après-midi et donne aux soirées une douceur particulière. On avait dîné tous ensemble, Mathieu, Sophie et leurs enfants, Clara et son compagnon Luc, Élise et moi. Après le dîner, on s'est installé dans le salon. La fenêtre était ouverte sur le boulevard Brune. On entendait quelques voitures, une moto lointaine, les bruits familiers du quartier. La petite Lucie s'était endormie sur le canapé entre Élise et Clara. Mathieu et moi étions debout près de la fenêtre avec nos verres. Ils regardaient dehors. « C'est bizarre, non ? » ?»« Quoi donc ? » ?»« Il y a 6 mois, maman était morte. Et là, elle est sur le canapé avec Lucie. »« C'est bizarre, oui. » Un silence. « Tu es bien, papa ? » J'ai réfléchi honnêtement à la question. « Je suis en train d'être bien. » Il a hoché la tête. Il a mis la main sur mon épaule un instant. Et dans le salon, Élise regardait dormir sa petite fille. La chaleur de juillet entrait par la fenêtre. Les lumières de Paris s'allumaient une par une dans l'obscurité grandissante. On était là. C'était suffisant. Si ce récit vous a touché, laissez-moi un commentaire. Dites-moi d'où vous regardez. Dites-moi si vous avez, vous aussi, déjà gardé un secret trop longtemps, ou si quelqu'un que vous aimiez en a gardé un. Ces histoires, je les raconte parce qu'elles disent quelque chose de vrai sur ce que c'est d'être humain, sur la peur, sur la honte, sur l'amour qui résiste malgré tout, parfois. Partagez ce récit si vous croyez qu'il peut résonner pour quelqu'un d'autre. Et si vous voulez suivre d'autres histoires comme celle-là, abonnez-vous. Avant de terminer, certains éléments de ce récit ont été modifiés ou reconstitués à des fins narratives. Les thèmes soulevés, le deuil, le secret, le chantage,
la peur de perdre les gens qu'on aime, sont réelles. Mais les personnes et les situations spécifiques sont fictives ou ont été anonymisées pour protéger les personnes concernées. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Ça compte plus que vous ne le pensez.